Bonjour à tous. Myriam, tu peux envoyer la première diapositive, s'il te plaît? Oui, je vais activer le partage d'écran. Alors, Bonjour à tous. Alors, voilà, très bien. Je le mets en plein écran. Voilà. Donc, bienvenue à la semaine du cerveau 2021, donc qui se poursuit. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons entamer un cycle de conférences qui va plus se rattacher au thème que nous avons décidé d'aborder plus particulièrement à Marseille cette année, à savoir notre cerveau, des neurones et quoi d'autre. Donc, nous allons voir que notre cerveau possède d'autres cellules que les neurones et qui sont tout aussi importantes que les neurones. Alors, la semaine du cerveau, vous savez tous que c'est une manifestation en fait internationale et grand public et qui, à l'échelle nationale, est coordonnée par la Société des neurosciences et qui, à Marseille et dans notre région, en fait, est organisée par notre association, qui est l'association cerveau.com, et dont la conférencière de ce soir, Myriam Kerr, en est d'ailleurs la présidente. Alors, je voudrais tout d'abord donc remercier tous nos partenaires sans lesquels, évidemment, la manifestation ne serait pas possible. Tout d'abord, nos partenaires financiers, bon, la région, le département, la ville de Marseille, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, les laboratoires, la MGEN, donc les laboratoires marseillais en neurosciences. Mais je voudrais aussi insister sur la participation d'un certain nombre de partenaires organisationnels qui nous accompagnent depuis de nombreuses années maintenant, qui nous accueillent notamment lorsque nous pouvons réaliser la manifestation en direct et en présentiel, comme on dit maintenant. Et en particulier, donc, si je voudrais remercier ce soir la bibliothèque de l'Alcazar, puisque c'est la bibliothèque de l'Alcazar qui nous accueille traditionnellement pour cette semaine du cerveau, pour les premières conférences. Alors, comme vous le voyez, d'ailleurs, ça sera plus qu'une semaine, puisqu'il va y avoir des conférences encore toute cette semaine, mais également la semaine prochaine. Donc, vous voyez, ce n'est plus une semaine, c'est carrément une quinzaine, voire 3 semaines sur le cerveau. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'en viens maintenant à notre conférence de ce soir, donc, qui sera présentée par Myriam Kerr, et qui va nous parler donc, des cellules gliales d'une manière générale. Les cellules gliales, les stars du cerveau sortent de l'ombre. Alors, un petit mot sur Myriam Kerr. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement la présidente de notre association, mais elle est aussi directrice de recherche au CNRS. Elle exerce son activité à l'Institut de biologie du développement de Marseille, qui est situé sur le campus de Lumini. Et après avoir, dans sa jeunesse, fait des nombreuses recherches qui l'ont amené à mettre en évidence pour la première fois des nouveaux neurones qui apparaissaient dans le cerveau d'un insecte. Et elle a donc contribué de cette manière à cette notion de neurogénèse dont elle parlera sûrement dans cette conférence. Et bien maintenant, elle a la responsabilité d'un programme de recherche qui a en fait attrait à la régénération et aux cellules souches, plus exactement, aux cellules souches et à la réparation neuronale dans le système nerveux adulte. Et donc, au-delà de la compréhension de la biologie de ces fameuses cellules souches neurales dont elle nous parlera, donc le but est de comprendre les possibles régénérations qui interviennent après une lésion d'un type particulier de cellules gliales, et notamment qui est justement le problème dans une maladie neurodégénérative particulière qui est la sclérose en plaques. Et donc, elle essaye de comprendre ces mécanismes d'auto-réparation, mais également donc, avec une perspective évidemment de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques avec son équipe de recherche. Voilà, je te laisse donc la parole, Myriam, pour cette conférence. merci Olivier pour ta présentation. Et donc, je vais de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, cette année, on a pour objectif d'essayer de sensibiliser le public au fait que pour qu'un cerveau fonctionne correctement, eh bien, il faut bien d'autres cellules que les neurones. Ces neurones que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Et à contrario, les cellules gliales qui ont des rôles absolument fondamentaux dans le fonctionnement cérébral sont tout à fait méconnues. Donc, effectivement, quand on pense cerveau, on pense tout de suite neurones, et pour cause. Vous avez ici une photo, donc c'est pas un dessin, hein, c'est vraiment une photographie d'un réseau neuronal
euh, qui a été obtenu sur une souris génétiquement modifiée, de telle sorte que ces neurones excluent des protéines fluorescentes de différentes couleurs, ce qui donne ces images tout à fait artistiques sur lesquelles on peut tout à fait visualiser ces centaines de neurones interconnectés avec des arborisations extrêmement complexes. Et donc, dans notre cerveau, on a effectivement de très nombreux neurones, on estime à peu près à 100 milliards. Hein. Alors, c'est une estimation approximative, ce n'est pas facile, comme vous pouvez imaginer, de quantifier de manière extrêmement précise le nombre absolu de neurones dans un cerveau, mais on peut dire que on va estimer entre 80 milliards, 110 milliards, enfin dans ces eaux-là, voilà. Donc, effectivement, de très, très nombreux neurones peuplent notre cerveau. Et avant de parler des cellules gliales, pour bien comprendre leur rôle, je vais être amenée un petit peu à rappeler vraiment les bases du fonctionnement et de la communication neuronale. Alors, pourquoi le neurone a été jusqu'à présent la star et le sujet central des études, c'est parce qu'effectivement, c'est la cellule vectrice d'information dans le cerveau, hein, c'est la cellule excitable, et la communication se fait intercellulaire, se fait grâce aux neurones. Donc, ce que vous voyez sur cette image, ce sont deux neurones qui communiquent entre eux via cette connexion ici. Donc, l'information circule le long de l'axone du neurone sous forme d'influx électrique. Hein, c'est la différence de potentiel, en fait, au niveau de la membrane de l'axone qui crée cette différence de potentiel, va permettre l'élaboration d'un potentiel d'action. Donc, c'est de l'électricité, si vous voulez, pour faire simple, qui va circuler le long de l'axone. Et au moment où cet axone du neurone 1 va toucher le neurone 2 ici, eh bien, il y a un espace, hein, ce n'est pas quelque chose de jointif. Cet espace, c'est la synapse. Et au niveau de cette synapse, pour que la communication puisse se faire entre ces deux neurones, eh bien, il faut qu'il y ait libération au niveau du bouton synaptique ici de neurotransmetteurs, donc ces médiateurs de l'information qui vont être libérés au niveau de cette fente synaptique qui est extrêmement fine, extrêmement petite, hein, de l'ordre du nanomètre. Et ces neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques l'un à l'autre. Et ainsi, l'information va être transmise au neurone numéro 2, à nouveau sous forme d'influx nerveux jusqu'à la prochaine synapse, etc., etc. Donc ça, c'est le principe de base, on va dire, de la transmission de l'information dans le système nerveux. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là-dessus que je vais axer mon discours ce soir, c'est que bien qu'il y ait environ 100 milliards de neurones dans le cerveau, il faut savoir qu'il y a au moins autant de cellules gliales que de neurones dans notre cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est ces cellules gliales? Alors, on distingue 3 grands types de cellules gliales pour simplifier un petit peu les choses. En tout cas, c'est celle dont je vais vous parler ce soir. Les astrocytes, donc qui tiennent leur nom de leur forme étoilée, comme un astre. Les oligodendrocytes, ici en bleu, qui sont responsables de la formation de la gaine de myéline, ces segments ici, qui entourent l'axone. Donc, cette gaine de myéline qui va isoler l'axone et permettre l'accélération de l'influx nerveux. Et les cellules microgliales, qui sont, elles, les surveillantes, qui sont un petit peu le système immunitaire de notre cerveau, les nettoyeuses du cerveau. Et donc, ces cellules gliales vont participer vraiment à de très, très nombreuses fonctions et permettre au cerveau de fonctionner correctement. Alors ça, c'était des schémas, mais vous voyez ici à l'écran, cette fois-ci, une photographie de neurones en bleu. Donc, c'est une culture cellulaire, hein. C'est pas du tissu nerveux in situ, ce sont des cellules qui ont été cultivées donc dans des boîtes de culture, in vitro, on dit. Ces neurones en bleu, donc c'est une coculture avec des astrocytes en rouge.
ces grosses cellules étoilées rouges, et les oligodendrocytes ici en vert, qui ne sont pas tout à fait matures, donc qui ne sont pas encore en train de former la gaine de myéline. Et ces cellules gliales ont été observées pour la première fois au milieu du 19e siècle par un Allemand, le docteur Virchow. Et initialement, en fait, ils n'avaient pas vraiment compris que c'était vraiment des cellules. Donc, ils pensaient que c'était une sorte de glu qui assurait le maintien du tissu nerveux, d'où le nom de glial, glial pour glu. On parle souvent de neuroglie ou de névroglie. Jusqu'à la fin du 19e siècle, où là, un élève de Ramón y Cajal, qui s'appelle Pío de Río Ortega, ici, a compris qu'il s'agissait vraiment de type cellulaire et non pas juste d'une colle, pas juste un milieu informe, mais vraiment de cellules. Et qu'on a vraiment commencé à identifier les 3 types de cellules gliales telles que je vous les ai présentées à l'instant. Alors ça, c'est juste un petit graphe pour vous montrer l'évolution de l'intérêt qui a été porté par les scientifiques à ces cellules gliales. Donc en abscisse ici, vous avez le temps, les années, ça s'arrête en 2015. Et en ordonnée, vous avez le nombre d'articles publiés. Quand on fait une recherche, par exemple, sur un moteur qui recense les articles publiés comme PubMed, ce genre de choses, quand on met des mots-clés comme neurone, ou nœud, nerf, ou la racine de neurone, ici en noir, un mot-clé astrocyte, ici en bleu, pour la microglie en rouge, ou pour les oligodendrocytes en vert. Et vous voyez que très tôt, vers le milieu du XXe siècle, il a commencé à y avoir pas mal d'articles publiés chaque année qui traitaient des neurones, mais il a fallu attendre bien plus longtemps pour commencer à voir des articles publiés qui traitent des cellules gliales. Alors d'abord, surtout les astrocytes, qui ont en premier lieu suscité beaucoup d'intérêt, et puis ensuite les oligodendrocytes et la microglie, qui ont suivi rapidement derrière. Donc, on va commencer par parler des astrocytes, ces cellules étoilées. Donc, vous avez un marquage ici, à nouveau en culture. Donc, vous voyez que c'est des cellules qui peuvent être assez complexes aussi, pas aussi complexes que les neurones, mais qui expriment des filaments qui permettent de les marquer avec des anticorps fluorescents, comme on voit ici. Ou encore, ici, sur cette culture, où on utilise des anticorps qui vont nous permettre de révéler ces cellules gliales et qui vous montrent qu'elles peuvent avoir aussi des formes différentes, puisque ici, toutes les cellules, qu'elles soient rouges ou vertes, sont des astrocytes. En bleu, ce que vous voyez, ce sont tous les noyaux des cellules. Donc, c'est juste pour vous illustrer un petit peu, vous montrer que la science peut aussi être artistique parfois. Et ça fait partie des plaisirs qu'on a au quotidien quand on observe nos échantillons. C'est aussi ce côté tout à fait esthétique et de nos préparations parfois, en dehors de toute découverte purement scientifique. Alors, ces astrocytes, on peut les différencier, comme vous avez vu, sur la base de leur morphologie, mais aussi en fonction de là où ils se trouvent dans le cerveau. Donc, dans la matière grise, on va parler d'astrocytes protoplasmiques. Ces astrocytes sont en contact étroit avec les neurones et ils vont leur assurer de l'alimentation, c'est ce que j'appelle le support trophique, et ils vont réguler la neurotransmission. Ces astrocytes vont également lancer des projections, certains de leurs bras vont entrer en contact étroit avec les vaisseaux sanguins et ils vont servir aussi de lien entre ce qui circule dans les vaisseaux sanguins, notamment le glucose, et les neurones. Et ils vont aussi être partie prenante, partie constituer la barrière hémato-encéphalique. On va revenir là-dessus en images. Et dans la matière blanche, c'est-à-dire dans les faisceaux de fibres, la matière grise, ça va être plutôt les corps cellulaires des neurones.
La matière blanche, c'est vraiment les projections de ces neurones qui forment ces faisceaux de fibres myélinisées riches en myéline. Ces astrocytes vont jouer un rôle important dans la réactivité post-lésionnelle et dans la cicatrice gliale. Alors, un des rôles premiers qui a été découvert pour les astrocytes, c'est leur rôle dans la régulation de la neurotransmission. Donc, sur le schéma que vous voyez ici, vous avez en vert, on va dire le neurone numéro 1, le bouton synaptique du neurone numéro 1 qui va contacter en jaune le neurone numéro 2. Donc, le bouton postsynaptique ici en jaune, avec ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la libération de ces petits neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Alors ici, le neurotransmetteur, par exemple, ça va être le glutamate. C'est un des neurotransmetteurs les excitateurs des plus fréquents du système nerveux central. Et en bleu, ce que vous avez ici, c'est les projections, les bras des astrocytes qui entourent de manière extrêmement étroite ce bouton synaptique, cette synapse, et qui va permettre, d'une part, de limiter la diffusion des neurotransmetteurs en dehors de la fente synaptique, qui va permettre de recapter ces neurotransmetteurs grâce à des canaux spécifiques qui vont recapter ces neurotransmetteurs et les recycler pour refournir aux neurones de quoi refabriquer ce neurotransmetteur. Et ils sont sensibles finalement à l'activité neuronale grâce à des augmentations de concentration de calcium. Et donc, ça va être aussi des senseurs de l'activité. Ils vont à leur tour pouvoir relarguer certaines molécules, comme de l'ATP, du glutamate, etc. Donc, premier rôle très important, c'est de réguler la neurotransmission en régulant finalement la recapture des neurotransmetteurs et la séquestration des neurotransmetteurs. Donc, tout comme les neurones sont en contact les uns avec les autres, eh bien, on s'est aperçu assez rapidement que les astrocytes forment également un réseau. Alors, ce n'est pas un réseau neuronal, ça va être un réseau astrocytaire qu'on appelle aussi parfois un syncytium. Alors, ce ne sont pas des cellules excitables, hein, donc elles ne vont pas transmettre l'information, elles ne sont pas excitables électriquement comme le sont les neurones, mais elles forment un réseau qui va permettre d'influencer la neurotransmission, y compris à distance. Alors, sur cette image, ici, vous avez en rouge des vaisseaux sanguins, d'accord, ces tubes-là. En bleu, c'est toujours les noyaux des cellules, quel que soit le type de cellule. Et en vert, les prolongements des astrocytes. Et ce qu'on voit bien sur cette image, c'est que très souvent, les astrocytes envoient des prolongements vraiment à proximité des vaisseaux sanguins, sont en contact étroit avec ces vaisseaux sanguins. Alors, c'est ce qu'on voit de manière un peu plus schématique, mais peut-être facile à comprendre sur ce schéma. Donc, en pseudo 3D, vous avez ici le vaisseau sanguin qui est constitué donc de cellules endothéliales. Et ce vaisseau sanguin va être recouvert d'une multitude de process, de projection des extrémités des astrocytes qui vont recouvrir et assurer une meilleure étanchéité finalement de ces vaisseaux sanguins. Vous avez une coupe transversale ici où on voit le vaisseau sanguin avec une hématie à l'intérieur. Alors, à la différence des autres vaisseaux de notre corps, les cellules endothéliales, ici en violet, qui forment les vaisseaux sanguins, ont des contacts extrêmement étroits. Ce qui fait que les molécules un peu grosses qui circulent dans le sang ne vont pas pouvoir passer à travers ces vaisseaux sanguins. L'image qu'on se fait de manière très schématique d'un vaisseau sanguin, c'est un tuyau, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Un vaisseau sanguin, ce n'est pas un tuyau. Le vaisseau sanguin, il est constitué d'une multitude de cellules qui forment ce tuyau, si vous voulez. Et ces cellules, il faut qu'elles soient étanches, évidemment.
Et l'étanchéité dans le système nerveux central, elle est particulièrement efficace et renforcée, et c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc elle est renforcée par des jonctions, comme je vous disais, particulièrement adhérentes, ici, entre les cellules endothéliales, mais également par la présence de péricytes, c'est-à-dire de cellules qui entourent les vaisseaux sanguins, donc qui vont faire une couche supplémentaire pour l'étanchéité, et enfin par ces bras, ces extrémités des astrocytes que je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc, cette barrière hémato-encéphalique, constituée en partie par ces astrocytes, elle va protéger notre cerveau d'un certain nombre d'agents pathogènes, des virus, des bactéries, des toxines, tout ce qui est un peu gros ne va pas pouvoir passer la barrière, et il va falloir des récepteurs particuliers pour ces molécules un peu grosses pour leur permettre de pénétrer dans notre tissu cérébral. Donc, ces astrocytes vont également contribuer à l'élimination des déchets qui sont produits par le fonctionnement de nos cellules neuronales, et donc participent à ces éliminations des déchets. Alors ici, ce que j'ai voulu vous illustrer, c'est que cette barrière hémato-encéphalique, elle peut être altérée par de nombreuses conditions pathologiques. Si vous avez une maladie inflammatoire, si vous avez un traumatisme crânien, eh bien, cette barrière va être lésée, et à ce moment-là, l'étanchéité est mise en péril, et des molécules qui ne devraient pas pénétrer dans votre cerveau y pénètrent. C'est ce qu'on voit ici. Alors ici, c'est un cerveau de souris vu par le dessus avec la ligne médiale, les deux hémisphères, le cervelet. Et cette souris a subi un traumatisme crânien, et on a injecté par intraveineuse un colorant bleu. Et on voit très clairement que normalement, dans le cerveau sain, sur cet hémisphère-là qui n'est pas lésé, eh bien, la coloration bleue n'est pas visible parce qu'elle reste vraiment limitée à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc, on ne la voit pas dans le tissu cérébral. En revanche, sur le côté lésé, on voit que le tissu cérébral adopte une couleur bleue, ce qui montre cette fuite, finalement, qui est révélatrice de tous les types de molécules qui peuvent également se retrouver dans le cerveau alors qu'ils ne devraient pas. Alors, un autre rôle des astrocytes, grâce à leur contact étroit avec les vaisseaux sanguins, c'est de réguler le débit sanguin. Alors, comme vous le savez sans doute, les neurones sont très énergivores pour fonctionner. Ils ont besoin d'énergie. Cette énergie leur est apportée notamment par l'alimentation qu'on consomme et le glucose. Et ce glucose, il va être capté en fait par les astrocytes, qui va le transmettre aux neurones, ce que je vous montrerai sur la diapositive suivante. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'astrocyte, en étant en même temps en contact avec la synapse, comme je vous en montrais tout à l'heure, mais aussi en contact avec le diamètre du vaisseau sanguin, à l'activité neuronale. Plus le neurone est actif, et ça va être senti grâce à ces récepteurs qui sont exprimés au niveau des astrocytes qui sont à côté de la synapse. Donc l'astrocyte va sentir que ces deux neurones sont extrêmement actifs, et à ce moment-là, il va aller amener une information aux cellules qui forment le vaisseau sanguin ici pour lui dire: ces neurones ont besoin de beaucoup d'apports énergétiques, de nutriments, etc. Donc, il faut induire une vasodilatation. Donc, ça, c'est ce que j'avais commencé à initier sur la diapositive précédente. Donc, il faut savoir que le cerveau, même s'il ne représente que 2% de notre masse corporelle, eh bien, il consomme pour 20% de la totalité de l'énergie qu'on ingère. Donc, vous voyez que c'est un des premiers, en fait, c'est l'organe qui va consommer le plus d'énergie, en tout cas au repos. C'est sûr que quand vous faites un énorme exercice physique, les muscles vont également être des gros consommateurs d'énergie. Mais on va dire dans des conditions
basale, le cerveau est un des premiers consommateurs d'énergie. Et donc, cette énergie, c'est notamment le glucose sanguin qui va être recapté par l'astrocyte. L'astrocyte va transformer le glucose en une molécule qui est plus facilement utilisable par le neurone, qui en fait n'aime pas trop utiliser le glucose pour faire de l'énergie. Le neurone, il va préférer utiliser du lactate. Et l'astrocyte va donc servir aussi à transformer le glucose sanguin en lactate et donner le lactate nécessaire aux neurones pour qu'ils puissent fabriquer son énergie. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu support trophique, apport énergétique. Ensuite, les astrocytes jouent un rôle important dans la pathologie et notamment en devenant réactifs dès qu'il y a une lésion, dès qu'il y a une inflammation. Et c'est ce qu'on voit sur cette image, donc un astrocyte ici dans des conditions physiologiques. Et si la souris est victime d'un accident cérébral ou d'une infection cérébrale, vous voyez que l'astrocyte va changer de morphologie, va devenir beaucoup plus gros, beaucoup plus, va exprimer certaines molécules beaucoup plus fortement, certaines protéines. Et en fait, ces astrocytes qui sont réactifs à la pathologie vont avoir un double rôle, à la fois positif et négatif, comme souvent en biologie, on voit, c'est un phénomène assez fréquent, ce côté pile et face, ou ce que j'appelle aussi parfois Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, les côtés positifs, c'est que cette réactivité des astrocytes, elle va permettre dans un premier temps de limiter l'extension de la lésion en formant une cicatrice gliale et en produisant un certain nombre de facteurs pour soutenir l'activité cérébrale malgré l'attaque qu'il subit. Mais dans un deuxième temps, cette cicatrice gliale et cette réactivité vont maintenir une inflammation de manière chronique, où le tissu cicatriciel va être un frein aussi à la plasticité neuronale. Et donc, on voit que si dans un premier temps, cette réactivité peut être bénéfique, elle peut aussi s'avérer délétère sur le long terme. Alors, pour finir sur les astrocytes, je ne peux pas résister de vous montrer une expérience qui, je trouve, est assez étonnante et qui fait réfléchir sur le rôle de ces astrocytes. Donc, c'est une expérience où les astrocytes ont été isolés d'un cerveau humain au stade embryonnaire. Donc, on prend donc des fœtus à des stades très précoces de développement, donc issus, par exemple, d'avortements. On prélève les astrocytes, on les met en culture pour les amplifier. Et puis, on va greffer ces astrocytes dans un cerveau de sourisseau, donc quelques jours après la naissance. Et on va laisser la souris grandir. Et quand on regarde ensuite cette souris, une fois adulte, on la soumet à des tests d'apprentissage, par exemple, essayer de se repérer dans l'espace. Et à l'issue de ces tests, on va observer le cerveau de l'animal. Et quand on observe le cerveau de cet animal qui a été greffé lorsqu'il était tout petit avec des astrocytes humains, on se rend compte que les astrocytes humains ont pris le dessus sur les astrocytes de la souris. Ils ont envahi le tissu cérébral et on les reconnaît parce qu'ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus complexes en morphologie que les astrocytes de la souris. Alors, non seulement ils ont envahi l'ensemble du cerveau de l'animal, mais on se rend compte que les souris qui ont été greffées avec ces astrocytes humains ont des facultés d'apprentissage nettement améliorées. Donc, ce qui montre que le rôle des astrocytes, même pour des fonctions évoluées comme des fonctions cognitives, donc ça récapitule un petit peu toutes les fonctions que peuvent avoir les astrocytes pour montrer qu'il n'y a pas que les neurones qui sont importants, même pour élaborer des fonctions aussi importantes que des fonctions d'apprentissage, par exemple.
Donc voilà pour les astrocytes. Maintenant, je vais vous parler du deuxième type de cellules gliales mentionné en introduction, les oligodendrocytes. Donc, comme mentionnait Olivier, c'est vraiment mon domaine de recherche, hein, puisque je travaille sur les oligodendrocytes, qui sont les cellules spécialisées dans la formation de la gaine de myéline. Alors, ce qu'on voit sur cette image, pour le coup, ce n'est pas de la culture cellulaire, c'est vraiment réalisé sur une coupe de cerveau, où on voit en vert les corps cellulaires de l'oligodendrocyte et en rouge un marquage pour la myéline. Et on voit cette organisation vraiment rectiligne, linéaire, qui montre qu'en fait, cette gaine de myéline, elle tel qu'on le voit, l'axe d'orientation de ces traits rouges, si vous voulez. Donc, ces oligodendrocytes, vous avez le corps cellulaire là, ils vont étendre un bras de membrane et ils vont l'entourer autour de l'axone pour fabriquer cette gaine de myéline. Donc, un seul oligodendrocyte, en fait, peut fabriquer des dizaines de segments de myéline, comme ça, sur des dizaines d'axones différents. Donc, c'est assez complexe. C'est ce qu'on voit donc ici, ce processus d'enroulement autour de l'axone. Et ici, en microscopie électronique, c'est très caractéristique. Donc, vous avez au centre l'axone et puis cet enroulement de membrane de l'oligodendrocyte qui forme la gaine de myéline. Donc, cette gaine de myéline, elle est très, très riche en gras, en lipides. Donc, elle va isoler l'axone. Et cette isolation graisseuse, en quelque sorte, de l'axone, ça va être un isolant électrique également, qui va permettre l'accélération du signal électrique qui va sauter en fait d'un nœud de Ranvier. Alors le nœud de Ranvier, c'est l'espace d'axone nu, donc non recouvert de myéline, entre deux segments de myéline. Donc entre deux segments de myéline, vous avez un espace non myélinisé où sont concentrés les canaux ioniques responsables des échanges ioniques qui font la différence de potentiel et donc la création du potentiel d'action qui génère le stimulus électrique, si vous voulez. Et donc, grâce à cette isolation par les segments de gras, de gaine de myéline, eh bien, le potentiel d'action saute d'un nœud de Ranvier au suivant, ce qui permet de considérablement augmenter la vitesse de conduction, au moins de 20 fois. Et donc, cette accélération de la vitesse de conduction du signal électrique, vous pouvez imaginer que c'est un atout majeur dans l'évolution, en particulier quand les organismes ont commencé à devenir de plus en plus gros. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue évolutif, cette gaine de myéline, elle apparaît relativement tardivement dans l'évolution. C'est-à-dire qu'avant l'apparition des poissons à mâchoire, eh bien, les animaux ne sont pas myélinisés. Les axones des neurones restent nus et donc la conduction du signal électrique se fait de manière beaucoup plus lente. Donc ça, c'est un atout forcément évolutif, cette gaine de myéline. Et vous allez voir par la suite qu'elle est également associée au développement des facultés intellectuelles et cognitives chez l'homme. Donc, cette gaine de myéline, elle contribue, c'est elle qui forme donc ces faisceaux de fibres myélinisées, forment la matière blanche, la substance blanche, qui est effectivement, comme je vous le disais à l'instant, une des caractéristiques du cerveau humain. Le développement exponentiel de la substance blanche chez l'homme est quelque chose d'assez remarquable. On parle de connectome, hein, c'est ce qui permet de connecter justement les différentes structures cérébrales de manière extrêmement efficace et extrêmement rapide et de synchroniser les signaux pour leur permettre de donner un sens finalement au signal nerveux, cette synchronisation du signal. Est extrêmement importante pour l'apprentissage, par exemple, pour donner du sens à l'information neuronale.
Donc, en dehors de l'accélération du signal nerveux, les oligodendrocytes, ici schématisés en bleu, jouent également, comme les astrocytes, un rôle important pour nourrir l'axone. Donc, l'astrocyte, il va, comme je vous le disais tout à l'heure, fournir du lactate, transformer le glucose en lactate et fournir le lactate aux neurones. Mais le neurone, il a son corps cellulaire ici, et puis il projette parfois des extrêmement longs axones. L'axone peut faire parfois 1 mètre de long. Si vous imaginez un corps cellulaire d'un motoneurone au niveau du cerveau qui va projeter jusqu'à la moelle épinière au niveau lombaire, par exemple. Vous voyez que c'est une toute petite cellule dont le corps cellulaire fait quelques dizaines de microns et qui va projeter sur 1 mètre de long un axone extrêmement fin. Et donc, forcément, il faut nourrir cet axone qui, en plus, je vous le disais tout à l'heure, a des besoins énergétiques très importants pour propager ce signal nerveux. Et bien ça, c'est l'oligodendrocyte qui va le permettre, grâce à ces échanges de lactate permis au niveau de la gaine de myéline. Et donc, si on supprime ce soutien métabolique à l'axone qui est fourni grâce aux oligodendrocytes et à la gaine de myéline, eh bien, on s'aperçoit que c'est suffisant pour induire une neurodégénérescence. Donc, en fait, supprimer la gaine de myéline va induire une mort neuronale, d'une part parce qu'il va y avoir une désynchronisation du signal, une dérégulation du dialogue entre l'oligodendrocyte et le neurone, et une perte d'apport nutritionnel de la part de l'oligodendrocyte au neurone. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce processus de fabrication de la myéline est relativement tardif. Les neurones, ils sont fabriqués très tôt dans le développement, pendant notre vie embryonnaire, mais la myéline, elle est fabriquée tardivement, uniquement en postnatal. Donc, les cellules qui fabriquent la myéline, les oligodendrocytes, vont commencer à être formées pendant la vie fœtale, mais ils ne vont pas commencer à former de la gaine de myéline avant les premiers mois de vie. Et donc, le cerveau du nourrisson est très peu myélinisé, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il est très lent dans sa réaction aux stimuli. Et cette myélinisation va se poursuivre en fait pendant toute la vie. Alors évidemment, il va y avoir une phase très active de myélinisation pendant les premiers mois, les premières années de la vie. Et ensuite, le cerveau va être myélinisé, donc ça va être relativement stable. Mais il y a un remodelage de la myéline qui va se poursuivre pendant toute la vie. Et ce remodelage, il se fait en fait en fonction des stimulations que vous pourrez avoir dans votre vie, en fonction des apprentissages que vous devrez effectuer. Et donc, le remodelage de cette myéline, il est dépendant de l'activité des neurones. Donc, plus le neurone est actif, plus il va induire la formation de myéline. Par exemple, pour parler concrètement, il y a une étude qui a montré que lorsqu'on fait des activités d'apprentissage moteur un peu complexes, comme par exemple apprendre à jouer du piano, qui nécessite une certaine coordination des doigts, des mains, ou jongler, comme on voit sur cette diapositive, quand on apprend à jongler et qu'on suit un entraînement intensif pour apprendre à jongler. Eh bien, si en parallèle, on regarde en faisant des clichés avec de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau de ces personnes qui sont en train d'apprendre des tâches complexes, on s'aperçoit que l'apprentissage de ces tâches complexes s'accompagne d'une augmentation de la myélinisation des structures qui sont impliquées dans la réalisation de ces tâches. Donc, la myélinisation est quelque chose de plastique et quelque chose qui répond à la demande, en fait, en quelque sorte. Et inversement, si on empêche cette myélinisation de se faire au moment de l'apprentissage, eh bien, l'apprentissage ne peut pas se faire correctement. Donc, cette myélinisation adaptative joue un rôle important dans l'acquisition de nouveaux apprentissages. Et enfin, pour finir avec la myéline,
Eh bien, malheureusement, les oligodendrocytes sont sujets au stress oxydatif et la gaine de myéline peut être altérée par un certain nombre de pathologies, notamment des traumatismes, des inflammations. Et une des pathologies les plus connues qui va dégrader la gaine de myéline, c'est la sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune, donc en fait, on fabrique des anticorps contre soi-même, et en particulier contre des composants de cette myéline, qui va aboutir à la dégénérescence de la myéline et des oligodendrocytes. Et comme je vous disais tout à l'heure, la disparition de cette gaine de myéline, in fine, elle va avoir comme conséquence la disparition du neurone lui-même. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tant que le neurone n'est pas mort, tant que l'axone est toujours là, eh bien, il y a une possibilité de réparation de cette gaine de myéline. Les oligodendrocytes sont capables, dans une certaine mesure, de fabriquer de nouveaux segments de myéline. Il y a des progéniteurs, donc des oligodendrocytes immatures, qui restent présents dans le cerveau et qui, à la demande, lors justement d'agression de ces oligodendrocytes, peuvent terminer leur différenciation et fabriquer de nouveaux segments pour réparer les lésions. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est de trouver les conditions qui sont favorables à cette réparation. Parce que clairement, cette réparation, si elle se fait, malheureusement, elle se fait de manière insuffisante. Et donc, on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui pourraient promouvoir cette réparation spontanée. Et pour finir ma présentation, eh bien, j'aborde les dernières cellules gliales, les cellules qu'on appelle la microglie, les cellules microgliales qui sont donc les cellules immunitaires du cerveau. Donc, c'est elles qui surveillent, qui vont détecter les premières dès qu'il y a quelque chose de pas normal qui va se passer. Donc, voilà à quoi ressemblent sur un marquage ces cellules microgliales. Vous voyez qu'elles ont elles aussi de très nombreuses protrusions, on va dire, hein, bon, là, c'est une image figée, mais si vous pouviez la voir en temps réel sur un cerveau physiologique, hein, en l'absence de toute pathologie, eh bien, en fait, tous ces petits... Pardon. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous montrer ici, mais je ne sais pas si le film va passer. Donc, en fait, en temps réel, ces cellules, elles explorent leur environnement, elles tâtonnent partout pour voir si tout est normal. Et s'il y a quelque chose d'anormal, eh bien, elles vont devenir réactives, un peu comme les astrocytes tout à l'heure, et elles vont passer d'une forme ramifiée ici à une forme beaucoup plus rhomboïde, beaucoup plus massive, avec moins de ramifications. Et elles vont se mettre à fabriquer et à sécréter dans l'environnement des molécules qui vont activer l'inflammation. Donc là encore, on peut parler de Dr Jekyll et Mr Hyde avec différentes formes différents phénotypes, on va dire, différentes caractéristiques de ces cellules microgliales qu'on appelle, pour simplifier, M1 ou M2. Alors M1, ça va être la microglie plutôt Mr Hyde, et M2, la microglie plutôt Dr Jekyll, qui va contribuer à plutôt limiter l'inflammation, protéger les neurones, éliminer tous les débris qui fait que la réparation est empêchée. Et en rouge, la microglie qui, elle, au contraire, va fabriquer énormément de cytokines pro-inflammatoires qui vont entretenir l'inflammation et le stress oxydatif et qui vont donc altérer la fonction neuronale. Alors, pendant le développement, les cellules microgliales, elles jouent un rôle fondamental parce que c'est elles qui vont un peu sculpter nos réseaux neuronaux et décider quelles sont les synapses qu'il faut éliminer ou pas. Vous savez que pendant le développement, on fabrique de très nombreuses synapses surnuméraires. On en fabrique trop, en fait. Et ensuite, les réseaux vont se stabiliser en fonction de ceux qui sont actifs vont être stabilisés et les connexions qui sont inactives vont être éliminées.
Et les cellules microgliales, elles vont justement avoir pour fonction d'éliminer les synapses les moins actives. Donc, c'est ce qui a été montré dans cette étude, notamment au niveau du cortex visuel. Pendant le développement, normalement, il y a les projections sont envoyées en contralatérales et les projections ipsilatérales vont être éliminées et les cellules microgliales, ici en vert, on appelle phagocyter, c'est-à-dire elles vont vraiment phagocyter, c'est-à-dire manger, englober et manger, dégrader les cellules surnuméraires, les neurones qui meurent, etc. Donc, c'est vraiment un rôle de nettoyage. Elles font propre autour d'elles. Et au-delà de cette période de développement, hein, donc dans un cerveau plus mature, plus adulte, eh bien, on a découvert plus récemment un rôle insoupçonné de ces cellules microgliales qui ne se limitent pas, on va dire, à des fonctions immunitaires ou à des fonctions de sculptage des réseaux neuronaux, mais elles sont également extrêmement importantes pour l'apprentissage dans la mesure où elles sont nécessaires à la formation de nouvelles synapses lors d'apprentissage. En effet, les processus d'apprentissage impliquent un remaniement des connexions neuronales et notamment donc, la formation de nouvelles synapses. Et on s'est rendu compte que ces cellules microgliales fabriquent un facteur trophique, un facteur de croissance qu'on appelle le BDNF. Et ce BDNF est indispensable à la formation de nouvelles synapses lors d'apprentissage. Et par manipulation génétique, par exemple, si on peut fabriquer des souris dans lesquelles ces cellules microgliales deviennent incapables de fabriquer le BDNF. Et chez ces souris, donc chez lesquelles ces cellules microgliales sont incapables de fabriquer le BDNF, eh bien, elles ont des déficits d'apprentissage par défaut de formation des synapses. Donc, vous voyez des rôles vraiment variés à nouveau de ces cellules. Et pour en arriver à la pathologie, eh bien, on peut imaginer qu'un dérèglement de fonction de ces cellules va avoir un impact absolument négatif sur le fonctionnement cérébral, puisque si les cellules microgliales digèrent et mangent des synapses qui ne devraient pas être mangées, eh bien là, on va aboutir évidemment à de la dégénérescence neuronale. Et c'est notamment ce qui se passe, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, où l'inflammation liée à la maladie d'Alzheimer et déjà à la neurodégénérescence va activer de manière persistante et délétère ces cellules microgliales qui vont se mettre à éliminer des synapses qui ne devraient pas être éliminées et finalement contribuer à éliminer certains neurones. Donc, c'est ma dernière diapositive où j'essaye de remettre ensemble un petit peu tous les types cellulaires présents dans le système nerveux. Donc, le vaisseau sanguin qui véhicule un certain nombre de substances nécessaires au cerveau, les astrocytes qui vont contribuer à la barrière hémato-méningée et qui font le lien entre ces vaisseaux sanguins et les neurones et vont adapter l'apport nutritionnel aux neurones en fonction de l'activité. Les oligodendrocytes, ici en bleu, qui vont enrober les axones de cette gaine de myéline, qui vont permettre d'accélérer l'influx nerveux, de synchroniser les signaux et d'apporter également un soutien trophique aux neurones. Et enfin, les cellules microgliales, avec leur rôle de cellules immunitaires, de nettoyeuses et de sculptage des synapses, que ce soit pendant le développement, pendant l'apprentissage ou de manière disproportionnée pendant certains processus pathologiques. Et donc, pour avoir une vision globale du système nerveux, il faut bien intégrer le rôle de chacune de ces cellules. Et j'espère vous avoir convaincu à l'issue de cette présentation que regarder le cerveau avec une vision uniquement neuronocentrée, c'est extrêmement réducteur et que pour comprendre comment fonctionne correctement notre cerveau, notre système nerveux en général, eh bien, il faut faire rentrer dans le paysage
ces différents types cellulaires et leur reconnaître leur rôle respectif qui est absolument fondamental. Et vous comprenez que le moindre dérèglement de fonction de chacune de ces cellules aboutit effectivement à un dérèglement de fonction du système nerveux en général. Donc, j'en ai fini pour ma présentation et je suis du coup prête à, si je le peux, répondre à vos questions. Voilà, eh ben je reprends la parole. Donc, merci Myriam. Bon, il y a d'ailleurs eu les derniers messages qu'il y a eu, c'était vraiment des remerciements pour ta remarquable présentation et pour te dire que la présentation était claire et précise. Voilà. Alors, j'ai noté toutes les questions qui ont défilé pendant le cours de ta conférence. Je voudrais commencer par peut-être m'excuser auprès d'une auditrice ou d'un auditeur, je ne sais pas. La première question, ça a été « Parlez-nous des cellules souches ». Oui, oui, parlez-nous des cellules souches. Parce que j'ai annoncé dans mon introduction que tu allais aborder le sujet des cellules souches neurales. Donc, je voudrais m'en excuser. Et puis, je ne sais pas si tu as deux mots à dire là-dessus, peut-être. Oui, bien sûr. Alors, bon, c'était pas le topic de ma conférence de ce soir, même si ça fait partie de mes sujets chéris, on va dire, parce que j'ai effectivement très longtemps travaillé dessus. Mais bon, là, ce serait l'équivalent de refaire une deuxième conférence, donc on n'a pas vraiment le temps ni l'énergie là tout de suite. Pour vous en dire deux mots, les cellules souches, simplement, il faut comprendre que la cellule souche, c'est une cellule qui est capable de générer différents types cellulaires qui composent notre organisme. Donc la cellule souche, au départ, c'est l'œuf, hein, c'est le résultat de la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde. Mais après, dans chaque organe, on a des cellules souches qui fabriquent les cellules spécifiques à l'organe. Et dans le cerveau, eh bien, il reste à l'état adulte certaines zones qui sont assez discrètes, hein, c'est pas partout. Il y a grosso modo deux zones dans le cerveau où persistent à l'état adulte des cellules souches qui donc sont susceptibles à tout moment de fabriquer à nouveau des nouveaux neurones, des nouveaux astrocytes, des nouveaux oligodendrocytes. Mais c'est surtout intéressant pour les neurones parce que les astrocytes et les oligodendrocytes sont capables de se diviser dans le cerveau adulte. Ce n'est pas le cas des neurones. Donc, les nouveaux neurones qui sont générés dans le cerveau adulte, d'abord, c'est l'exception. Et ensuite, ils le sont grâce à la rémanence de ces cellules souches dans quelques niches particulières qui permettent donc cette neurogénèse, donc cette fabrication de nouveaux neurones dans le cerveau adulte. Voilà. C'est vraiment en deux mots pour pas vous laisser frustrer sur les cellules souches. Voilà, merci. Alors, je vais évacuer une autre question aussi tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question du fonctionnement du cerveau à 10%, quelque chose qui a une notion qui a été abordée hier dans la discussion du Distrosciences entre parenthèses, et qui nous a dit, si notre cerveau fonctionne à 10%, il devrait consommer 200% d'énergie. Hein, voilà, puisque tu as donné 20% de… Bon. Alors, tout de suite, j'évacue la question pour dire que le cerveau fonctionne à 10%. C'est un neuromythe. Notre cerveau ne fonctionne pas à 10% de ses capacités. Christophe Rodeau l'a rappelé très bien hier lors de la séance. Le cerveau fonctionne plein pot tout le temps, toute la journée, la nuit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un neuromythe. Voilà. Donc j'évacue tout de suite cette question. Alors ensuite, j'ai un certain nombre de questions qui concernent alors les différents types cellulaires que tu as évoqués, hein, astrocytes, oligodendrocytes et cellules microgliales. J'ai des questions aussi qui concernent la barrière hémato-encéphalique. Oui. Alors, je vais peut-être commencer par là, hein, puisque alors il y a des questions, une question assez précise concernant la barrière hémato-encéphalique. D'abord, quelqu'un qui demande si quand on a des plaques de cholestérol, est-ce que cela va augmenter l'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique? Si le cholestérol augmente l'étanchéité de la barrière… Alors non. Voilà. Alors là, on peut très vite répondre non, pas du tout. Le cholestérol va être un composant important du cerveau. C'est un composant très important du cerveau parce qu'il est très richement représenté dans la membrane des neurones et des oligodendrocytes en particulier. Donc, il faut du cholestérol pour que le cerveau fonctionne normalement, mais il n'a aucun impact sur la barrière hémato-encéphalique, par contre. Voilà.
Bon, ensuite, concernant le glucose, est-ce qu'un excès de glucose chez un diabétique peut augmenter la quantité de lactate qui va être absorbée? Est-ce que ça peut être mieux ou moins bien pour le cerveau? Voilà, question compliquée, Euh, mais bon, ouais, alors, alors c'est le côté chez un diabétique. Alors, chez un diabétique, oui, chez un oui, c'est diabétique. ça. Alors, normalement, bon, le diabète, c'est une condition pathologique. Donc, par définition, normalement, le taux de sucre dans le sang doit être très finement régulé. À partir du moment où il est en excès, vous savez, si vous êtes diabétique, vous savez que ça a des conséquences très vite dramatiques et qu'il faut donc réguler cette glycémie par l'injection d'insuline, si c'est un diabète insulino-dépendant. Mais donc pour que le cerveau fonctionne, pas que le cerveau, hein, pour être en forme, il faut que cette glycémie soit régulée. Donc un excès de sucre, non, c'est jamais positif. Et après, comme je vous disais, le facteur, le glucose, même s'il peut être utilisé par les neurones, en général, il est d'abord transformé en lactate. Et donc cette transformation en lactate nécessite l'intervention de certaines enzymes qui vont transformer le glucose en lactate, lequel ensuite va pouvoir entrer dans un cycle qui va permettre la fabrication d'ATP, qui est vraiment la molécule qui donne l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire. Alors après, répondre plus précisément que ça à cette question, je crois que j'en serais incapable Oui, sans dire des bêtises. ok. Alors, toujours pour terminer sur la barrière hémato-encéphalique, donc tu as énoncé des situations où on pouvait avoir des ruptures ou des atteintes de la barrière hémato-encéphalique. Et dans le listing que tu as donné, il y avait le mot radiation. Alors ça a beaucoup intéressé quelqu'un. L'irradiation. Voilà, radiation. Alors, quel type de radiation? C'est Oui, irradiation. oui, c'est l'irradiation. Voilà. Effectivement, c'est lorsqu'on est exposé à des molécules radioactives ou donc, qui peuvent effectivement endommager la barrière hémato-encéphalique et la rendre perméable. Alors, dans la vie courante, ce n'est pas la circonstance la plus commune de lésion de la barrière hémato-encéphalique. Le plus commun, c'est malgré tout tout ce qui est inflammatoire, quelle qu'en soit la cause. Une inflammation va très souvent s'accompagner d'un relâchement des jonctions et donc d'une perméabilité anormale de la barrière, et ce qui va permettre notamment l'infiltration de cellules immunitaires sanguines vers le tissu cérébral, par exemple. D'accord. Alors, il y a des questions donc, sur les astrocytes maintenant. Alors, beaucoup de questions sont arrivées en cours de présentation et en fait des questions auxquelles tu as répondu pendant ta conférence. Hein. Savoir que les astrocytes sont-ils des cellules excitables, hein, donc tu as répondu. Est-ce qu'elles font des synapses et libèrent-elles? Est-ce qu'elles font des synapses? Non, elles ne font pas de vraies synapses. Est-ce qu'elles libèrent des neurotransmetteurs? Alors Oui. ça, voilà, ça tu y as. Je ne sais pas si tu as répondu. Oui, tu l'as dit. Hein, les astrocytes. Voilà. C'est Oui, ça? alors en fait, effectivement, finalement, on se rend compte ce qu'on ne soupçonnait pas il y a encore 20 ans, je dirais, c'est que ce n'est pas la spécificité du neurone d'exprimer des neurotransmetteurs ou même des récepteurs de ces neurotransmetteurs. Puisque finalement, les astrocytes le font aussi et les oligodendrocytes immatures le font aussi. Donc, la communication intercellulaire, elle est extrêmement active. On va dire que la spécificité du neurone, c'est vraiment la transmission du signal électrique. Voilà. Bon, et la spécificité aussi du neurone, s'il y a des possibilités de libération de neurotransmetteurs, c'est que les astrocytes ne font pas de la véritable synapse telle qu'on a l'habitude de les décrire, hein, pour les neurones. Voilà. Tout à fait. Et alors, d'autre part, la question a été posée de savoir si ce qu'on appelle le connectome, que tu as évoqué, donc, inclut également les cellules gliales. Hein, bah, tu en as parlé à propos des oligodendrocytes, évidemment, en montrant ces trajets. Alors, en fait, le Hein, connectome, voilà. c'est un concept. Ouais. Il faut voir le connectome, il est constitué des prolongements
des neurones, donc des axones, on va dire, et de l'organe de myéline. Et donc, c'est tout ce qui connecte les neurones les uns aux autres, les structures les unes aux autres. Et comme souvent, il y a une orientation, il y a une directionnalité de connectivité avec des faisceaux de fibres donc, qui donnent un petit peu comme des autoroutes de signaux. Quand on regarde avec l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, selon le type d'IRM qu'on utilise, la manière dont on utilise l'IRM, si vous voulez, on peut extraire de l'information justement sur la directionnalité d'une structure, l'organisation d'une structure, la myélinisation d'une structure. Et donc ça permet effectivement d'en déduire. On peut voir également les zones du cerveau qui fonctionnent de manière synchrone ou au contraire qui ne fonctionnent jamais en même temps. Et toutes ces informations mises ensemble, les informations anatomiques et les informations fonctionnelles, vont nous permettre de parler de connectome, en fait, qui permet de donner du sens à cette connectivité, si vous voulez. Donc, les cellules gliales, elles font partie de ce connectome, en particulier les oligodendrocytes, puisque la myélinisation est une partie importante de ce connectome. Voilà, alors pour les astrocytes, il a été question également de vagues calciques. Alors la personne se demandait comment les astrocytes communiquent entre eux. La personne a entendu parler de vagues calciques. Oui, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Alors, comme je vous disais, en fait, le signal et l'influx nerveux, il est communiqué, enfin, il se transmet grâce à des mouvements d'ions à travers la membrane du neurone. Il y a des ions qui rentrent, des ions qui sortent, des ions négatifs, des ions positifs. Et ces mouvements d'ions et la libération de neurotransmetteurs, la fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs va également souvent induire une entrée d'ions calciques. C'est un signal très important dans le système nerveux. C'est l'entrée et l'augmentation du coup de la concentration en calcium dans les cellules est un mode de communication intercellulaire. Et les astrocytes, je vous ai montré à un moment qu'ils formaient un syncytium, c'est-à-dire un réseau astrocytaire. Ils sont connectés les uns aux autres par comme des canaux, si vous voulez, comme des pores. On parle d'hémijonction d'un astrocyte à l'autre. Et donc, ces pores vont laisser passer, ils sont tout petits, hein, mais suffisamment gros pour laisser passer les ions calcium. Donc, en fait, si un astrocyte reçoit un signal qui lui fait augmenter sa concentration calcique, eh bien, les ions calcium vont passer par ces pores à l'astrocyte d'à côté, qui va relayer le signal et à nouveau augmenter ses niveaux intracellulaires de calcium, le communiquer à l'astrocyte d'à côté, etc., etc. Et j'avais une petite vidéo, mais bon, avec le flux Internet, etc., on avait un peu comme consigne de ne pas montrer de film parce que ça, en fait, ça bug très, très rapidement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est justement la transmission de ce signal calcique où on voit un astrocyte qui s'allume. Quand on dit il s'allume, ça veut dire simplement qu'il y a une augmentation brutale de concentration de calcium dans cette cellule. Et à la suite, toc, 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 tout plein d'astrocytes qui s'allument dans les secondes qui suivent tout autour, qui montrent bien cette communication intercellulaire entre les astrocytes grâce à ces pores, à ces canaux, si vous voulez. Alors, sur les astrocytes, il y a une expérience que tu as montrée qui a fait un peu rêver pas mal de monde, là. Hein, les greffes d'astrocytes humains. Intelligents. Voilà, les astrocytes intelligents humains greffés sur des souris. Alors, évidemment, il y a le type de question, est-ce qu'on peut envisager de greffer des astrocytes chez l'enfant ou l'adulte pour corriger des défauts d'apprentissage, par exemple? Bon, première question. Ensuite, est-ce qu'on peut en déduire de cette expérience que les astrocytes, finalement, qui arrivent dans le cerveau des souris, finalement, sont mieux nourris? Et voilà, est-ce qu'il peut y avoir des possibilités que ça serait pour ça qui donnerait des capacités d'apprentissage meilleures? Est-ce qu'on peut envisager de possibilité de greffer ces astrocytes d'humain à humain? Bon, tu vois, c'était des expériences qui font un petit peu rêver. Alors, je crois peut-être que tu peux rappeler quelle était pourquoi on a fait cette expérience et quelle était la question posée, en fait.
C'est ça. Ouais. C'est- Alors, oui, effectivement, il ne faut pas trop rêver non plus. Là, cette expérience, elle a permis de, de montrer d'abord qu'il y avait une possible. Enfin, déjà, c'était pas gagné que les astrocytes humains soient, prennent la place dans le cerveau de la souris. Ça, c'était la première surprise, c'est qu'effectivement, ils sont un petit peu comme une espèce invasive dans la nature qui peut prendre le dessus sur l'espèce autochtone. Ça a été un petit peu le résultat de cette expérience de greffe où les astrocytes humains ont eu finalement un avantage sur les astrocytes murins, donc de la souris. Alors, pourquoi ils ont eu cet avantage et pourquoi ça a conféré à l'animal des performances meilleures, on n'a pas vraiment une réponse très précise à la question. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, morphologiquement, les astrocytes humains sont beaucoup plus complexes et recouvrent un territoire plus important que l'astrocyte du rongeur. Et donc, peut mettre potentiellement contact et en communication un territoire plus grand. Après, je ne veux pas trop m'avancer sur l'interprétation en termes de thérapie, etc. Je dirais que simplement ce que ça permet de dire, c'est que quand on pense thérapie et greffe, jusqu'à présent, on pensait uniquement à greffer des neurones. Et là, ça montre que la greffe d'astrocytes peut en elle-même être utile et être intéressante. Et c'est pas seulement. Et elle a cet avantage que, contrairement aux neurones, un neurone, pour recouvrer sa fonction, eh bien, il faut qu'il connecte les territoires qu'il est censé innerver. Un neurone en soi, s'il n'est pas connecté, il n'a pas trop d'utilité. Et c'est aussi ce qui fait que souvent les greffes de neurones échouent parce que le cerveau adulte, il est peu permissif à la reconnectivité. Hein, la plasticité est quand même relativement limitée dans le cerveau adulte par rapport au nouveau-né. Et donc, les neurones greffés vont avoir du mal à reconnecter leur réseau initial. Alors que des astrocytes, finalement, ils vont être utiles plutôt par les molécules qui vont sécréter dans l'environnement. Ils n'ont pas besoin de recréer un réseau fonctionnel. Ils ont juste besoin d'être là et de sécréter des molécules de soutien, de support, des facteurs trophiques. Ils n'ont pas besoin de trouver leur cible spécifique. C'est ça que je veux dire. C'est qu'un neurone, il est efficace que s'il trouve sa cible spécifique. Il peut même être délétère s'il connecte à un endroit qu'il n'est pas censé connecter. Il y a des exemples comme ça, où il y a des fabrications de nouveaux neurones post-lésionnels qui, en fait, se connectent mal et vont avoir un effet contraire. Et donc, une plasticité qui va être délétère. Donc, vous voyez qu'effectivement, on peut imaginer que de ce point de vue, la greffe d'astrocytes, elle a peut-être un meilleur avenir, peut-être. L'avenir le dira. Voilà. Bon, les oligodendrocytes, maintenant, évidemment, il y a eu beaucoup d'intérêt aux oligodendrocytes par rapport au lien avec la sclérose en plaques. Hein. Bon, tout d'abord, une question, est-ce qu'on peut synthétiser de la myéline artificiellement? Moi, j'imagine que la question, c'est avec derrière, est-ce qu'on peut faire de la myéline et puis peut-être remyéliniser des régions qui sont démyélinisées? Bon, je pense que c'est… Pas vraiment. Voilà. On peut fabriquer moléculairement quelque chose qui va Voilà. ressembler dans la composition, on va dire, hein, à la myéline, avec les protéines qui vont bien, les lipides qui vont bien, mais on n'est pas capable de faire quelque chose qui ressemble à de la gaine de myéline, en fait, hein, avec cette structure qui est très, très spécialisée. Hein. Je ne sais pas si vous avez… Il a fallu que je passe assez vite hein, pour traiter de ces différents types cellulaires, donc je n'ai pas eu le temps de m'appesantir là-dessus, mais je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est vraiment une extension d'une membrane qui va s'enrouler en spirale autour de l'axone et qui va ensuite se compacter pour faire quelque chose de très très compact autour de l'axone, ce qu'on voyait en microscopie électronique.
Ça, on est incapable de le faire de manière artificielle pour l'instant, hein. Voilà, et concernant donc la sclérose en plaques, alors ça a beaucoup intéressé. Tu as parlé donc de l'auto-réparation possible, hein, c'est le sujet sur lequel tu travailles en fait, hein, donc tu connais Ouais. bien le problème. Alors, une question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut imaginer que qu'on pourrait stimuler justement cet épaississement ou cette réparation de la gaine de myéline par une stimulation des neurones ou par l'apprentissage. Est-ce que cette gaine de myéline, finalement, qui est lésée, va rester Ouais. plastique, hein, voilà. Est-ce que c'est des pistes de recherche ça, qui Tout sont à fait, possibles? tout à fait. Alors, j'ai moi-même, un de mes premiers travaux de recherche quand j'ai commencé dans ce domaine, ça a été justement d'examiner l'intérêt d'un environnement enrichi et de l'exercice physique sur la réparation de la gaine de myéline. Alors, sur des modèles souris, évidemment. Donc, ce que je faisais, c'est que je comparais la réparation spontanée de la myéline, donc sur un modèle de sclérose en plaques que j'induis expérimentalement chez la souris, et ces souris chez lesquelles j'ai induit une lésion dans la gaine de myéline, bah, soit je les mets dans des cages, on va dire classiques, hein, donc des cages qui ne sont pas très drôles, hein. Elles ont la litière, leur biberon, leurs croquettes, et puis ça s'arrête là. Et des souris qui, bah, elles, d'abord sont en société, donc en groupe, de 4, 5, 6 souris, donc elles ont des échanges sociaux. Elles ont des cachettes pour se cacher, elles ont du coton pour fabriquer des nids, et puis elles ont aussi surtout une roue dans laquelle elles peuvent aller courir selon leur envie. Donc il n'y a rien qui est imposé, mais quand elles en ont envie, elles peuvent rentrer dans la roue et courir. Et il faut savoir qu'en fait, elles adorent ça, les souris. Et si vous leur laissez une roue à disposition, bon, j'ai pu quantifier le nombre de kilomètres qu'elles parcouraient, hein, sur cette roue. Et en moyenne, la souris, elle fait un marathon dans la semaine, hein, toutes les semaines sur sa roue. Donc, elles font vraiment de l'exercice physique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare ces souris qui ont accès donc, à un environnement enrichi et qui peuvent faire de l'exercice physique par rapport aux souris qui sont en environnement pauvre, eh bien, la réparation de la gaine de myéline, et notamment par les cellules souches qui vont fabriquer des nouveaux oligodendrocytes, est améliorée dans les conditions enrichies. Donc oui, on peut espérer que l'environnement et que le milieu dans lequel on évolue, si on essaye de se stimuler, si on essaye de continuer à avoir une vie sociale active, à faire de l'exercice mental, de l'exercice physique, ça ne peut être que favorable à la réparation spontanée de la gaine de myéline. Voilà, Après, chez l'homme, bon, c'est ouais, compliqué à quantifier. bien sûr. Alors, quelqu'un qui vraiment s'est étonné et s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir dans notre cerveau un Dr Jekyll et un Mr Hyde, hein, c'est malheureux, c'est vrai, mais bon. Et voilà, pourquoi pas uniquement un rôle positif, hein, voilà, bon. Eh ben, c'est un peu comme tout, on fonctionne. Il y a toujours un revers de la médaille. Ouais. C'est presque une question philosophique. Mm. Euh, chaque côté pile a un côté face, en quelque sorte. Mm. Et ouais, biologiquement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Et dans le cerveau, c'est assez corrélé pardon, à aigu versus chronique. Souvent quelque chose qui est mis en place de manière réactive pour faire face à un danger de manière aiguë. Donc c'est une réaction de protection de l'organisme pour vraiment limiter les dégâts et se protéger dans l'urgence. Donc c'est le côté positif de la chose. Et le côté négatif, c'est quand ça se prolonge et que ça devient chronique. Et là, on se retrouve à faire face. Regardez par exemple le stress. C'est Ouais, exactement la même chose. c'est ce que j'allais dire, oui. Le stress, de manière aiguë, il est extrêmement utile, il est indispensable pour gérer les urgences du quotidien et les agressions immédiates.
et réagir correctement, prendre la fuite quand il faut, s'arrêter quand il y a une voiture qui nous traverse devant le nez avant de se faire écraser. Donc, la mobilisation du stress, des hormones de stress, etc., de manière aiguë, c'est indispensable à la survie. Et pour autant, quand le stress s'installe et devient chronique, eh bien là, on subit tous les effets négatifs du stress, euh, avec potentiellement, in fine, la dépression, etc. Eh bien, au niveau cellulaire, c'est un peu ce qu'on voit avec cette réactivité de la microglie et des astrocytes. C'est un peu la même chose. De manière aiguë, ils jouent un rôle extrêmement utile, mais quand ils entretiennent cette réactivité sur le long terme, eh bien, c'est les effets négatifs qui vont prendre le dessus. Ouais. Et hier, on a parlé abondamment de la plasticité, hein, et on insistait sur le fait des effets, sur les effets bénéfiques de la plasticité, bien sûr, mais en oubliant un petit peu qu'il pouvait y avoir des effets négatifs. Et la question a été posée, hein, est-ce que la plasticité est toujours positive? Et on a Voilà. trouvé, et il y a des exemples, effectivement, où l'excès de plasticité, finalement, fait Ouais. que ça devient préjudiciable pour l'organisme. Voilà. Absolument. Voilà, c'est un autre exemple. Bon, alors, les cellules microgliales, maintenant. Alors, une des premières questions qui a été posée avant que tu abordes le sujet, d'ailleurs, c'est est-ce que ces cellules microgliales, on peut considérer qu'elles sont équivalentes aux lymphocytes et aux autres éléments du système immunitaire? Est-ce que c'est un système qui est comparable à celui qui est activé lorsqu'on se blesse, par exemple, hein, Ouais. voilà. Bon. Alors, c'est une très bonne question. Alors, pas aux lymphocytes, mais aux macrophages, hein, dans notre système périphérique, immunitaire périphérique, hein, et dans les cellules circulantes de notre sang. On a donc des globules rouges, des globules blancs. Parmi ces globules blancs, on a des lymphocytes et on a aussi des macrophages. Des macrophages, comme leur nom l'indique, ils sont là pour manger des débris, des morceaux, des cellules mortes, etc. Et en fait, la microglie dans le cerveau, c'est exactement l'équivalent des macrophages périphériques. Et d'ailleurs, parmi toutes les cellules dont je vous ai parlé ce soir, la microglie, ce sont les seules cellules qui n'ont pas une origine, qui n'ont pas la même origine embryonnaire que les autres. Toutes les neurones, les astrocytes, les oligoneurocytes sont des cellules qui dérivent du neuroépithélium, et donc elles ont une origine ectodermique. Et tandis que la microglie, elle dérive, elles sont pas formées, elle n'est pas formée dans le cerveau en fait, hein. Elle va envahir le cerveau très tôt pendant le développement, mais d'un tissu périphérique, en l'occurrence le sac vitellin. Et donc, c'est pas du tout la même origine. C'est plutôt ça rejoint plutôt l'origine de nos cellules immunitaires circulantes. Voilà, donc la question était effectivement tout à fait pertinente. Et on peut dire que la microglie, c'est les macrophages de notre cerveau. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à les distinguer. Quand la barrière hémato-encéphalique est lésée et que du coup, les cellules de la périphérie peuvent venir dans le tissu cérébral, eh bien, on est presque incapable de distinguer les macrophages périphériques de la microglie endogène. Il faut vraiment faire des analyses très poussées pour arriver à distinguer ces deux types cellulaires qui ont la même fonction. Alors, on avait une autre question sur la microglie aussi, qui était de savoir si finalement, j'imagine que la question est suscitée par le fait qu'on dit que le sommeil, finalement, va réactiver notre système immunitaire, va permettre finalement de mettre en jeu ce système immunitaire. La question qui est posée, c'est est-ce que finalement, ces cellules microgliales, on peut considérer qu'elles vont travailler 24 heures sur 24 ou bien seulement durant le sommeil, hein, voilà. Alors, c'est drôle, hein, parce que là aussi, c'est une question qui est très pertinente. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus, qui travaillent exactement là-dessus, c'est-à-dire à savoir est-ce que l'activité des cellules microgliales, elle est la même en phase de sommeil ou en phase d'éveil. Alors, vous imaginez que là encore, c'est assez compliqué à aborder hein, expérimentalement comme question. Mais globalement, la microglie, elle est active tout le temps. Hein. Ce n'est pas uniquement pendant le sommeil, mais il serait intéressant de déterminer est-ce qu'elle a une activité spécifique
différentielle pendant les phases de veille et les phases de sommeil. Ça reste à explorer. C'est en cours d'exploration au niveau de certaines équipes scientifiques. Bon, ben, très bien. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions concernant ta conférence. Il en reste une dernière, là, qui était beaucoup plus générale, puisque je ne sais pas si tu as annoncé le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau par rapport au nombre de cellules gliales, je ne me souviens pas. En tout cas, la question qui est posée, c'est comment sait-on le nombre de neurones et de cellules gliales qui se trouvent dans le cerveau? Comment fait-on pour l'évaluer? Hein? Voilà. Alors, bah, c'est pas facile, mais la technique, elle est assez directe. On prend un cerveau post-mortem, on le coupe en tranches, on fait éventuellement des colorations pour mieux visualiser les neurones, parce que sinon, sans coloration, bah, ils sont difficiles à voir, même avec un microscope. Et donc, une fois qu'on a ces neurones qui sont bien visibles sur des sections, on les compte au microscope avec un système de stéréologie, c'est-à-dire que pour éviter de recompter 2 fois la même cellule, notamment par rapport au volume, hein, est-ce qu'une cellule qu'on a comptée sur une coupe, on ne risque pas de le recompter sur la coupe d'en dessous, parce que ça fait un certain volume, une cellule. Donc, il y a des approches spécifiques qu'on appelle donc la stéréologie, qui permettent de manière le plus précise possible et avec le minimum de biais d'estimer, parce qu'on fait évidemment un échantillonnage du cerveau, on ne peut pas compter la totalité absolument de toutes les cellules sur toutes les coupes du cerveau, ce serait tellement long et impossible. Mais donc, on fait un échantillonnage du cerveau et une approximation de ce nombre de neurones en fonction de, mettons qu'on va compter 1/10 des sections et ensuite on va multiplier par 10, par exemple, le nombre de cellules qu'on a comptées. Donc, c'est un travail qui est très fastidieux. Et c'est pour ça que la densité des cellules est très variable d'une structure à une autre. Donc, il faut faire un échantillonnage suffisamment large et correct pour que ce soit robuste. Et c'est pour ça que d'une étude à l'autre, il y a des variations. Il y a des études qui disent qu'on a 75 milliards de neurones, d'autres qui disent qu'on a 100 milliards de neurones. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur, on va dire, hein, du nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Et actuellement, pour les cellules gliales, c'est pareil. On a essayé de compter de la même manière les cellules gliales. Et le consensus actuel, c'est qu'il y a au moins autant de cellules gliales que de neurones. Voilà. À un moment, on disait qu'il y en avait 2 fois plus. Il semble qu'il y a eu des erreurs d'estimation. Donc actuellement, le consensus, ce serait de dire qu'il y a au moins autant de cellules gliales que de neurones. À cela, vous ajoutez les cellules qui forment les vaisseaux sanguins. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je disais en introduction que finalement, les neurones, ils sont minoritaires si on compte toutes les autres cellules. Mais voilà, c'est à peu près à part égale, cellules gliales et neurones. Voilà. Mais avec une forte disparité en fonction des régions. Il y a des Absolument. régions où, il y a des régions où on va avoir peut-être moins de cellules gliales que de neurones et d'autres. Et vice-versa. Voilà, tout à fait. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'en vois pas d'autres qui s'affichent là. Donc, écoute, je pense que j'ai mal regardé. Attendez. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous Ah oui, il y en a d'avoir une. été… Ah, Est-ce que les cellules gliales sont les mêmes chez les souris que chez les hommes? Hein, voilà. Et puis le reste. oui, oui, alors ce sont les mêmes, c'est les mêmes types. Alors, comme je vous disais pour les astrocytes, il peut y avoir des différences. Elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins complexes, plus ou moins ramifiées, etc. Mais globalement, on retrouve exactement les 3 mêmes types que je vous ai développés là. C'est les mêmes chez la souris, chez le chimpanzé, chez l'homme, chez le poisson. Voilà, donc oui, c'est une constante. Si les oligodendrocytes sont capables de se diviser, pourquoi y a-t-il besoin de progéniteurs pour refaire la myéline? Parce que en fait, les oligodendrocytes eux-mêmes ne sont pas capables de se diviser. C'est un Voilà, assemblage. C'est les voilà, progéniteurs qui se divisent, voilà. Bon, ben effectivement. écoute, voilà. Non, tout le Que reste, les oligodendrocytes, ils sont trop spécialisés. Vous avez vu leur morphologie, elles sont tellement complexes, tellement spécialisées que, effectivement, à ce stade-là, ils sont incapables de se diviser. Par contre, dans le cerveau, il y a beaucoup de progéniteurs d'oligodendrocytes, donc des oligodendrocytes qui sont immatures. Et ces oligodendrocytes immatures, eux, sont capables de se diviser et ensuite de terminer leur différenciation pour former la gaine de myéline. Voilà. Alors, il y a un commentaire qui est assez intéressant là. La structure, la structure des cellules du cerveau ressemble à celle de l'univers.
Est-ce que les astronomes cherchent des fonctions dans l'univers ressemblant aux microglies, etc. Voilà. J'ai le droit de mettre un joker. Voilà, mais ça, c'est parce que tu as fait rêver les gens avec tes magnifiques images. Hein, et tu as bien insisté sur le fait que c'est également un plaisir lorsqu'on Oui, fait tout à fait, notamment ouais, c'est vrai. lorsqu'on Ça fait on, partie des petites joies du métier. voilà. On a la chance lorsqu'on est anatomiste ou morphologiste justement de voir des choses et que ne voient peut-être pas les comportementalistes qui peut-être rêvent un peu moins que nous s'ils ne voient pas des images. Voilà, donc sinon je pense que voilà, on a fait le tour, le reste, bon, j'ai posé des questions non répondues. Alors ça, Bravo pour votre persistance à avoir tenu jusqu'au bout de cette présentation et pour toutes vos questions. Merci à vous. Et je voilà. vous suggère de suivre la suite des conférences qui promettent d'être très intéressantes. Donc, pour avoir le programme détaillé, jetez un œil à notre site internet cerveau.com en toutes lettres. Point. Voilà. Et là, vous avez le programme détaillé de l'ensemble des conférences qui sont proposées au cours de cet événement qui est la semaine du cerveau. Voilà, donc, il va y avoir encore plein de belles soirées en compagnie de nos neuroscientifiques marseillais et autres. voilà, il va y avoir notamment demain soir une conférence sur un type particulier de cellules gliales qui joue des rôles bien particuliers dans le système nerveux qu'on appelle phénicite, qui sera faite par un spécialiste du domaine qui nous vient non, il ne va pas venir, il va être malheureusement devant son ordinateur, un chercheur de Lille. Voilà, il va être question à nouveau d'oligodendrocytes avec une conférence qui a lieu le 19 mars sur la myéline, une substance blanche pour améliorer les performances de la matière grise. Et puis à côté de ça, vous avez donc une conférence sur le microbiote intestinal, acteur de la régulation cérébrale, qui aura lieu, je pense, jeudi, c'est ça. Et puis samedi, ce sera un débat, donc avant les conférences de la semaine prochaine, qui sera un peu plus large que le thème que nous avons choisi, à savoir dans notre système nerveux, des neurones et quoi d'autre. On va parler d'autres aspects donc la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'il y a des remerciements qui s'affichent là, concernant ta conférence et les félicitations. C'est très bien. Eh bien, je vous souhaite à tous donc une bonne soirée et nous allons donc nous déconnecter. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir à tout le monde.